Bonjour, je suis Vincent Gérard, je suis le directeur du centre de thérapie brève. J'avais envie de vous proposer une petite illustration de cas, faire un peu les choses à l'inverse de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire partir d'un concept et l'éclairer au travers de certains exemples. Ici, j'avais plutôt envie de partir d'une situation clinique toute récente et à partir de là, peut-être faire des liens avec la théorie, vous expliquer comment la thérapie brève peut, dans le meilleur des cas évidemment, résoudre des problèmes parfois complexes. Je vais vous raconter l'histoire de cette maman qui s'inquiète beaucoup pour ses enfants et peut-être plus particulièrement pour l'un d'entre eux. Quand je parle d'enfants, il faut savoir que la personne dont il est question ici, dont il s'agit, a entre 25 et 30 ans et est en questionnement et face à beaucoup de difficultés quant au fait d'arrêter un choix. C'est un jeune homme qui n'a pas son bac aujourd'hui et donc ça l'entrave par rapport à pas mal de projets professionnels évidemment. Et cette maman est, premier concept que j'ai amené ici, dans ce qu'on appelle une double contrainte. Alors, une double contrainte, c'est-à-dire, pour l'expliquer de façon assez simple, c'est une situation inextricable de laquelle on ne peut pas sortir gagnant. Alors, quelle que soit l'option pour laquelle on va que l'on va choisir, on ne parvient pas à être satisfait du choix que l'on pourrait opérer. Autrement dit, quand cette maman aide beaucoup ce jeune homme, il lui dit tu es trop protectrice, tu me couves, tu m'empêches de développer certaines compétences. A contrario, quand elle lâche un peu, ce qui est très compliqué parce qu'elle s'inquiète évidemment, lui il lui dit mais comment veux-tu que je réussisse dans la vie parce que je ne te sens pas soutenante, toi qui travailles beaucoup. Et donc cette maman est dans cette double contrainte où si elle aide son fils, elle est dans cette situation où c'est le paradoxe de l'aide. Quand on aide quelqu'un, on lui dit je t'aide parce que je t'aime, mais je t'aide aussi parce que je doute de tes capacités intrinsèques. Alors, cette maman me sollicite parce qu'elle est complètement épuisée. Et ici, cet homme, jeune homme, veut passer son bac à presque 30 ans et c'est très compliqué. Et cette maman est dans une situation où elle ne sait pas du tout comment se positionner. Alors, tentative de solution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait pour essayer d'aider son fils, quelles sont ses stratégies qui ne fonctionnent pas, et qui, même avec de bonnes intentions, aggravent le problème. Hein. Oscar Wilde disait souvent de bonnes intentions peuvent conduire à de très mauvais résultats, mais elle est souvent très dans l'anticipation, elle est proactive. Ça veut dire qu'elle va proposer de l'aide, elle va donner des conseils, elle va donner des avis. Et ici, elle est en plein questionnement. Est-ce que je dois soutenir mon projet, le projet de mon fils plutôt, par rapport à l'obtention de ce bac, ou est-ce qu'au contraire, je dois lui dire, écoute, il est temps maintenant que tu travailles. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle m'interpelle. Et donc je lui dis, mais est-ce qu'il y a des inconvénients à ce qu'il passe son bac? Parce qu'il y a des choix qui peuvent parfois nous dégrader. Et ici, elle répond évidemment non, il n'y a pas d'inconvénient. Par contre, il y a quand même beaucoup d'entraves s'il n'a pas ce document par rapport à des études supérieures qu'il pourrait envisager. Il y a d'ailleurs eu un exemple comme ça où il était dans un processus de recrutement et au moment où il a demandé son bac, il dit je ne l'ai pas. Et alors qu'ils étaient plus que 3 en lice, ils étaient peut-être 300 à la base, ça a compromis l'aboutissement de son projet. Et c'est cette situation très inconfortable qui a provoqué une mise en mouvement de ce jeune homme. Donc là, on pourrait parler aussi d'une autre idée très fréquente en thérapie brève, c'est qu'il faut être parfois très très inconfortable pour devenir client. Le client, c'est la personne qui est prête à faire tout ce qui est possible pour résoudre son problème. Donc il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, mais qui ne sont pas encore assez inconfortables que pour se mettre en mouvement. Et lui a dû se retrouver dans ce processus de sélection avec un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, et se rendre compte qu'il était entravé par le fait de ne pas avoir ce bac pour avoir envie d'avoir enfin ce bac. Et donc, cette maman vient, je lui dis, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes dans cette double contrainte. Vous l'aidez, ça ne va pas, vous l'aidez pas, ça ne lui convient pas non plus. Et donc la manière de sortir, autre chose qui vient des recherches de Palo Alto et de la thérapie brève, c'est qu'une manière de s'extraire d'une double contrainte, c'est de métacommuniquer. C'est-à-dire de communiquer sur la communication. C'est-à-dire d'être explicite par rapport à cette espèce de traquenard relationnel dans lequel on se trouve. En disant, moi, ta mère, si je t'aide, je te renvoie le message que tu n'es pas capable d'eux, mais si je ne t'aide pas, tu m'attribues la responsabilité de ces projets qui n'aboutissent pas. Donc, je vais décider maintenant de ne plus être, c'était ces tentatives de solution, proactive, c'est-à-dire proposer de l'aide, mais je serai réactive.
Et donc, elle s'est sortie de cette situation intenable en discutant comme ça avec son fils, en lui disant, mais voilà, je peux financer une partie de ce bac, un logement, mais je veux que tu y contribues. C'est un peu cette espèce de distinction entre l'aide et une forme d'assistanat. Vous connaissez tous hein, cette image, apprenez à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner des poissons. J'aime bien aussi cette distinction de Jacques Salomé qui dit qu'il faut, en tant que parent, je trouve que c'est assez juste, on doit répondre aux besoins, mais pas forcément aux envies. Tes chaussures de sport sont abîmées, bah, ça fait partie de mon rôle de parent que de te permettre d'avoir des chaussures qui ne vont pas faire en sorte que tu aies les pieds trempés dès qu'il pleut. Mais si tu veux des Nike, c'est-à-dire là, on n'est plus dans le besoin, on est dans l'envie, tu vas devoir, toi, alors contribuer à cet achat. Je réponds à tes besoins, mais je ne dois pas accéder à toutes tes envies. Et ça évite justement de basculer dans cet assistanat qui fragilise. Voilà, donc quelques petits concepts comme ça à gauche, à droite, petites POC que je vous amène dans cette vidéo. Et je veux peut-être aussi vous montrer l'importance aussi de changer la perception. Ce qu'on appelle un recadrage, c'est une autre utilisation fréquente de la communication qu'on utilise dans cette approche, c'est-à-dire modifier la perception que les personnes ont des situations problématiques qu'ils vivent et les comportements qui en découlent. Donc cette maman ne peut pas lâcher l'aide parce qu'elle perçoit son fils comme en danger. Et donc, tant qu'elle perçoit les choses comme ça, tant qu'il n'y a pas ce recadrage, la situation problématique va perdurer. Et elle va continuer à aider, et sanctionner de l'aide qu'elle offre, et sanctionner quand elle n'offre pas l'aide. Et donc, l'image que je vais lui raconter, qui est une belle métaphore, en tout cas moi je l'aime beaucoup, c'est l'amener à se rendre compte que plus elle va être dans le contrôle, plus elle va être interventionniste, plus elle va être proactive, anticiper le problème, plutôt que d'y réagir aux besoins et à la demande, plus elle va alimenter cette défiance ou ce manque d'estime de soi plutôt qu'à son fils aujourd'hui. Peut-être cette défiance qu'il a par rapport à elle, parce qu'il commence à ne plus la considérer comme une personne ressource qualitative et bénéfique pour lui. Et donc je vous la raconte très vite, cette histoire de cette personne qui est désespérée de ne pas avoir de grosses tomates dans son jardin et qui a envie d'avoir de belles tomates, avec une chair bien tendue, avec bien tendre aussi, et peut-être une coloration bien rouge, et qui voit des tomates un peu flétries, qui ne sont pas très en forme. Et cette personne va tenter tout ce qu'on aurait tenté sans doute à sa place, hein, égaliser le sol, désherber s'il y a de mauvaises herbes qui poussent, arroser lorsque c'est nécessaire, éventuellement même semer des engrais. Et tout ça en vain. Jusqu'à contacter un tomatologue, hein, Google peut être mon ami parfois, un spécialiste en jardinage et qui est très spécialisé en tomates. Et elle va l'interpeller en lui expliquant son problème et le fait qu'elle ne trouve pas de solution. Et il va venir chez elle et il va, c'est ce qu'on fait en thérapie bref, poser la question, mais qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Questionner les tentatives de solution, donc toutes les stratégies qui n'ont pas fonctionné. Ce qui permet de gagner un temps précieux, évidemment, si on identifie tout ce qui ne fonctionne pas, on élimine déjà tout ce qui ne fonctionne pas. Donc ça réduit le champ des possibles et ça réduit aussi la recherche de vraies solutions. Le temps consacré à les faire émerger, ces solutions-là. Et donc il lui demande, mais qu'est-ce que vous avez tenté de faire? Et elle lui explique tout ce qu'elle a fait en fait. Égaliser, semer, mettre des engrais, arroser, voilà. Et elle va même jusqu'à lui confier une chose dont elle n'est pas très fière, en disant, j'ai même pratiqué des prélèvements dans la nuit chez mes voisins, et elle a comparé la nature du sol, en se disant peut-être que eux, qui ont de belles grosses tomates, peut-être que c'est juste le sol qui n'est pas bon chez moi. Sans trop y croire, et par ailleurs, les résultats vont démontrer que c'est pas du tout là que le problème se situe. Et l'expert est quand même fort embêté parce qu'il ne trouve pas lui-même de solution. Il dit, écoutez, d'habitude j'ai une idée, mais là, j'ai l'impression que vous avez épuisé un peu toutes les stratégies. Je ne vois pas trop quoi vous proposer de plus. Donc elle est à la fois désespérée et excédée aussi, en disant, mais je ne vais pas payer un expert pour rien. Il dit, mais vous savez, c'est pas juste. Tous les midis, je reviens de mon travail et pendant plus d'une heure, voire 1h30 parfois, je m'occupe de mon jardin. Mes voisins ne sont jamais dans leur jardin. En tout cas, je les vois très peu. Et regardez les tomates qu'ils ont et regardez les tomates que moi j'obtiens. Et je m'implique tellement plus qu'eux. Et là, Eureka,
dans le meilleur des cas. L'expert dit, mais montrez-moi concrètement. C'est ce qu'on fait aussi en thérapie brève. On demande ce qu'on appelle une séquence interactionnelle, c'est-à-dire un exemple très concret dans le déroulement de la séquence qui est problématique. Comment vous faites quand le problème est présent? Comment vous y prenez-vous pour le résoudre? Et là, elle va lui montrer carrément, se positionner en disant, voilà, je me mets là, je fais ceci. Et elle reproduit cette séquence. Et elle lui dit, en désespoir de cause, je ne vois pas de solution. Euh, euh, je prends tout ce temps et rien ne se passe tel que je le souhaite. Et il lui dit, mais vous êtes donc là, le soleil est là, mais donc pendant cette heure 30 pratiquement quotidienne, durant laquelle vous vous occupez de vos tomates, j'ai l'impression que le soleil juste n'arrive pas à éclairer vos tomates. Ça veut dire qu'il y a presque une journée complète d'ensoleillement en moins que chez vos voisins. Vous savez, parfois quand on a peur de faire les choses, on a peur qu'une plante manque d'eau, on va la noyer. On a peur qu'un enfant soit en danger, on va le protéger. Alors le but n'est pas d'accabler évidemment des parents qui font ce qu'ils peuvent, mais c'est de faire émerger la stratégie qui aggrave. On ne va pas dire qui a créé le problème, parce que ça ce serait très culpabilisant, mais qui en tout cas l'entretient, ce problème-là. Et donc cet expert en tomatologie, et vous avez sans doute fait le lien là, va lui dire, mais peut-être faites l'expérience pendant plusieurs semaines de ne pas venir pendant midi. Éloignez-vous, laissez le soleil arriver jusqu'à vos tomates, lâchez prise et on verra ce qui se passe. C'est assez anxiogène pour elle de ne plus être dans ce contrôle, mais elle va accepter l'idée, parce que de toute façon, elle constate que ce qu'elle fait ne fonctionne pas. Un an plus tard, elle va téléphoner à cet expert en lui disant, j'ai un bon panier de tomates à vous offrir. Et vous verrez, elles sont délicieuses, mes tomates. Merci de m'avoir orienté dans cette bonne direction. Et donc, vous voyez, cette tentative de solution, je contrôle, je lâche prise, ce mouvement en tout cas, je donne des conseils, j'attends qu'on me sollicite pour éventuellement suggérer des pistes, mais je n'anticipe plus. Ben, on a fait ce virage à 180 degrés qui a remis un peu comme ça comment dirais-je, de légèreté dans cette relation. Cette maman était moins épuisée, elle était dans une relation qui était beaucoup plus détendue, qui était moins conflictuelle, et ce jeune homme a gagné de l'estime, en estime de soi, en confiance, et a gagné cet amour-propre qui est nécessaire pour finaliser un peu nos projets. Hein. Si on n'a pas confiance, je vous donne encore un petit concept en bonus, c'est ce qu'on appelle les prédictions qui se réalisent. Si on est totalement convaincu d'un échec, on va se comporter d'une façon telle qu'on va compromettre toute possibilité de réussite. Si on est convaincu qu'un couple ne va pas fonctionner parce que notre partenaire nous trompera un jour, on va commencer à le contrôler, à vérifier, et jusqu'à ce qu'il découvre cet hyper-contrôle et qui conduise à ce désengagement, et on aura créé ce que l'on craignait. Donc voilà l'importance de ces croyances qu'il faut parfois assouplir pour permettre, dans le meilleur des cas, au changement de s'accomplir. Merci de m'avoir écouté et au plaisir peut-être de vous compter. Si vous êtes intéressé par la thérapie brève, il reste la possibilité de rejoindre ce groupe qui démarre en septembre et j'aurai beaucoup de plaisir dans ce cas-là à partager avec vous ce modèle qui est vraiment un modèle d'une richesse, je ne vais pas dire infinie parce que ce n'est pas de la magie non plus, mais qui nous permet parfois de débloquer des situations et souvent d'ailleurs très complexes en un temps parfois très court. Voilà, merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous entendre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions par rapport à des thématiques qui vous intéressent. Voilà, à bientôt, au revoir.